Morris County, au New Jersey. Ici, il y a toute une série de villes de banlieue à l'est de la ville de New York. Mardi, 23 novembre 1982. L'étudiante Mandy Simpson termine son quart de travail au centre commercial. Elle est toute prête pour le congé de l'Action de grâce. Personne ne la voit partir, ni n'entend ses cris. Cet homme est le plus redoutable tueur en série de l'histoire des États-Unis. Voici comment deux voyantes aideront la police à lui mettre la main au collet. Je pouvais sentir l'odeur de la mort. C'est une odeur qui ne trompe pas. Au New Jersey, un enlèvement n'attend pas l'autre. Pour trouver le ravisseur, une voyante essaie d'établir un lien psychique avec chaque victime. J'étais sortie de mon corps et il y avait pris ma place. Je la laissais parler à travers moi. Quand les indices sont rares et que les enquêteurs ne trouvent pas de réponse satisfaisante à leurs questions, ils se tournent parfois vers les témoins de l'étrange. Dans cette émission, certains noms ont été changés. Des Plaines, en Illinois. Cette banlieue, où vit une population de classe moyenne, est située à une demi-heure de route de Chicago. Le 11 décembre 1978, Margaret Bellows s'arrête à la pharmacie. C'est un jour spécial pour la famille Bellows, car c'est l'anniversaire de Margaret. Tout est prêt pour la soirée. Il ne reste plus à Margaret qu'à aller chercher son fils Tommy, âgé de 15 ans, à la pharmacie où il travaille. Hey, Mom. Oh, hi. Honey, you put this behind the car for me? Yeah, almost ready to go? No, I have to go talk to a local... Tommy veut discuter avec un entrepreneur à propos d'un emploi d'été sur un chantier de construction. L'homme l'attend dans le stationnement. Mais Tommy ne revient pas. Sa mère est de plus en plus inquiète. Dehors, il n'y a aucune trace de son fils, ni de l'entrepreneur. Après être sorti, Tommy Bellows s'est littéralement volatilisé. Les Bellows fouillent le quartier, mais en vain. Plus tard, ils signalent la disparition de Tommy à la police. Le lendemain matin, on remet le dossier au lieutenant-détective Joseph Kozenzak. On m'a signalé la disparition d'un adolescent de 15 ans de la région de Des Plaines. Kozenzak aperçoit alors le nom de l'école de Tommy. Mon fils fréquentait le même établissement. Ce détail a retenu mon attention et je me suis immédiatement intéressé à cette affaire de disparition. Les enquêteurs interrogent le patron de Tommy à propos de l'homme que le jeune homme devait rencontrer. Un entrepreneur était venu à la pharmacie dans le but de leur donner une estimation des coûts d'installation de nouveaux étalages. L'homme a quitté le commerce peu avant la disparition de Tommy. Le propriétaire ne le connaît que par son prénom, John. Il a toutefois son numéro de téléphone. Il faudra du temps pour vérifier les antécédents de ce suspect avec pour seul indice ce numéro de téléphone.
personne ne croit à l'hypothèse de la fugue. Tommy est un bon élève, un athlète, et il se passionne pour la photographie. C'était un jeune homme sérieux. Il avait des ambitions dans la vie. Il voulait aller au collège et ramasser assez d'argent pour avoir sa propre chambre noire. Ce n'était pas le genre de garçon à avoir des activités illicites comme la consommation de drogue, ni quoi que ce soit qui aurait expliqué ce départ subit de chez lui. À partir du numéro de téléphone de l'entrepreneur, les policiers examinent ses antécédents et apprennent qu'il a un casier judiciaire suite à des crimes très sérieux. Il a été incarcéré en Iowa pour avoir agressé sexuellement un adolescent. Le suspect s'appelle John Wayne Gacy. Quand on m'a transmis ces informations, les cheveux se sont dressés sur ma tête. On était sous le choc de penser que ce type, ce criminel sexuel, avait vraisemblablement été le dernier à parler à notre jeune homme. J'ai immédiatement décidé d'aller chez Gacy pour l'interroger. Le suspect vit à Norridge, en Illinois, à quelques minutes du stationnement où Tommy a disparu. No, but you can come in if you want. We'd like to do that, thank you. Okay, Mr. Gacy? Je lui ai dit qu'on l'avait vu parler au garçon, ce qu'il a catégoriquement nié. Il m'a répondu, la personne qui vous a dit ça a menti, c'est impossible. Gacy dit qu'il est trop occupé pour se rendre immédiatement au poste de police. Il a dit que lorsqu'il aurait terminé ce qu'il avait commencé, il m'appellerait et viendrait au poste de police de lui-même. Sans mandat, les policiers ne peuvent le forcer à les suivre. Ces hésitations, qui étaient nombreuses, me portaient à croire qu'il mentait. Le lendemain, Gacy se présente au poste pour un interrogatoire. On lui annonce alors que la police a un mandat pour fouiller sa maison. Il est devenu très agressif. J'ai dit, John, nous devons avoir vos clés, sinon nous allons devoir démolir la porte d'entrée de votre maison. Nous allons y entrer d'une façon ou d'une autre. Donnez-nous ces clés. On trouve des éléments troublants parmi les effets de Gacy. Un sac de vêtements trop petit pour être les siens. Une bague de l'école de Tommy Billows sur laquelle sont gravées les initiales J et S. Quelques permis de conduire, mais aucun au nom de Gacy. Les enquêteurs trouvent également le reçu de développement de pellicule qui provient de la pharmacie où travaille Tommy. On introduira les noms de personnes inscrites sur les permis de conduire dans la base de données des personnes portées disparues. Au fond d'un placard, on a trouvé une trappe qui menait au vide sanitaire sous la maison de Gacy. C'est l'endroit parfait pour cacher un corps. Mais rien n'indique qu'on a creusé le sol récemment. Les policiers remarquent que la terre est couverte d'une poudre blanche, de la chaux. Beaucoup de gens saupoudrent de la chaux sur les sols de terre battue pour réduire le taux d'humidité. Il n'y a aucune preuve qu'un crime a été commis. On savait qu'en revenant au poste de police, on devrait remettre John Wayne Gacy en liberté parce qu'on n'avait rien trouvé d'incriminant. Mais Kozenczak n'abandonne pas. J'ai commencé à le faire surveiller. 2 enquêteurs faisaient le guet dans la rue, à quelques pas de sa maison. Ils pourraient ainsi nous avertir si quelque chose d'anormal se produisait. Plusieurs jours passent sans que la police ne puisse procéder à une arrestation.
C'est alors qu'un collègue suggère à Kozenczak de consulter une voyante. Le moins qu'on puisse dire, c'est que j'étais sceptique. Je lui ai demandé le nom de cette femme. Elle s'appelait Carol Broman. En le voyant, j'ai su que ce ne serait pas facile. Elle m'a regardé et m'a dit « Vous ne croyez à rien de tout ça, n'est-ce pas ?» Mais l'enquêteur est prêt à tout pour retrouver Tommy. J'ai demandé au lieutenant-détective Kozenczak de m'apporter des effets ayant appartenu au garçon disparu. Broman peut obtenir des informations sur quelqu'un en touchant à un objet qui était cher à ses yeux. C'est presque comme un phénomène électrique. Je ne peux pas l'expliquer mieux que ça. On entre en contact. C'est comme si on percevait l'énergie de cette personne, et cette énergie prend de l'expansion et nous fournit toutes sortes d'informations. Quand j'ai saisi l'appareil photo dans mes mains, la première chose que j'ai sentie, c'était la peur. Une peur atroce, la torture. Puis j'ai vu toutes sortes d'images dans ma tête. Je ne crois pas avoir éprouvé une telle terreur de toute ma vie. Carol croit que Tommy Billows a été assassiné et qu'il n'est pas la première victime du meurtrier. Après l'avoir regardé, je lui ai dit « Il y a des corps partout. » Il m'a répondu « Qu'est-ce que vous dites ?» Et j'ai répété « Il y a des corps partout. » Elle m'a dit qu'ils étaient enterrés tous ensemble, en demi-cercle. Les pensées se bousculaient dans ma tête. Je n'avais aucune raison de croire qu'il y avait d'autres cas de disparition. De quoi me parlait-elle au juste? Je sentais cette odeur de mort. C'est une odeur qui ne trompe pas. Carol Broman voit ce que redoutent le plus les policiers, un tueur en série à l'œuvre. Elle voit John Wayne Gacy et ses secrets enterrés qui ébranleront bientôt tout un pays. En 1978, des enquêteurs en Illinois ont demandé à la voyante Carol Broman de les aider à retrouver le jeune Tommy Billows. Leur suspect s'appelle John Wayne Gacy. Carol croit que Tommy a été tué comme beaucoup d'autres avant lui. Ses visions surprennent le détective Joseph Kozenczak. On n'avait pas la moindre idée qu'il pouvait y avoir eu toutes ces victimes. C'est elle qui nous en a parlé la première. La priorité de l'enquêteur, c'est de retrouver Tommy. Il apporte avec lui un plan de Cook County pour que Carol tente d'en tirer quelque chose. Elle perçoit la présence d'eau, mais ne peut dire où se trouve Tommy. J'ai vu la lettre M. Je croyais que c'était le nom d'une entreprise ou une des lettres du nom d'une entreprise. Sur la camionnette de Gacy figure en gros la lettre M. Carol voit aussi des chantiers de construction. Ses visions sont accompagnées de violentes douleurs. Tout au long de ces séances, je lui disais que je voulais m'arrêter parce que c'était trop difficile. Je commençais alors à revivre la mort des autres victimes, ce qu'elles avaient ressenti. C'était une terreur absolue et beaucoup de souffrance. Je n'aime pas mon don de voyante. Je n'aime pas comment je me sens et je n'aime pas non plus savoir ce qui est arrivé aux gens. C'était une mort atroce et je n'avais pas envie d'en parler. Kozenczak encourage Carol à ne pas abandonner. Ils doivent à tout prix retrouver Tommy. Carol Broman m'a alors décrit le tueur. C'était un homme au début de la quarantaine assez massif. Selon elle, il avait une cicatrice au petit doigt. En vérifiant les empreintes digitales de Gacy, on constate que c'est effectivement le cas. On pouvait voir cette cicatrice à son petit doigt. Cela confirmait la validité des autres informations que nous avait fournies Carol plus tôt. Et il n'y a pas que les visions de Carol qui laissent croire que Gacy est mêlé à l'affaire. Le reçu des photos trouvées chez Gacy établit un lien entre ce suspect et Tommy.
Le soir de la disparition du garçon, il y avait cette jeune caissière. Elle avait assisté à une cérémonie de remise de diplôme et voulait faire développer un rouleau de pellicule. Elle a donc rempli la fiche et a déchiré le reçu. Ensuite, elle l'a mis dans la poche de la veste qu'elle portait. Or, cette veste appartenait à Tommy. Il lui a prêté plus tôt le même jour et quand elle la lui a remise, elle a oublié le reçu. Et mystérieusement, ce reçu s'est retrouvé dans les poubelles de la maison de Gacy. Cela corroborait le fait que le jeune homme s'était bien trouvé chez le suspect. La bague de l'école est également compromettante. On découvre qu'elle a appartenu à un autre jeune homme disparu l'année précédente. Les pièces d'identité trouvées dans la maison appartiennent à de nombreux garçons. Certains d'entre eux ont travaillé pour Gacy. Tous ont disparu. La police fait une autre découverte lors d'une étrange rencontre. Un petit déjeuner où Gacy a convié les agents qui le surveillent. Gacy se croyait plus malin que les policiers. Pour lui, il s'agissait seulement d'une grosse plaisanterie. Les agents notent alors une odeur étrange qui provient d'une bouche d'aération. Ils sont revenus au poste pour me dire qu'ils croyaient qu'il y avait quelque chose dans le vide sanitaire de la maison de cet homme. Ils ont dit que ça sentait la même chose qu'à la morgue. Les enquêteurs font immédiatement émettre un autre mandat de perquisition. Cette fois, l'odeur est épouvantable. Gacy a inondé le vide sanitaire de sa maison, mais l'eau s'est écoulée depuis. Voici essentiellement ce qu'il a fait. En inondant le vide sanitaire, il a éliminé la croûte de terre sous laquelle se cachaient ses morts. Des fantômes enterrés depuis longtemps ont refait surface. De nouveau en détention, Gacy fait des révélations troublantes. Non seulement a-t-il tué Tommy Billows, mais également des dizaines d'autres jeunes hommes au cours d'une période de 6 ans. Il a raconté en détail comment il les convainquait de venir chez lui et comment, en les manipulant, il réussissait à leur passer des menottes avant de les tuer. Carol a prédit que les corps des victimes étaient enterrés en demi-cercle. Les corps étaient tous enterrés en demi-cercle le long des fondations de la maison de Gacy. Les informations de Carol étaient justes. Ce qu'elle nous avait dit concernant les multiples victimes lors de notre première rencontre s'est avéré. En tout, les enquêteurs déterrent 29 corps sous la propriété de Gacy. La police de Cook County et le médecin légiste sortaient les corps un à un du vide sanitaire. Et je me rappelle à quel point je me sentais dépassée par les événements. Voici le reporter Tom Wessel du journal de Des Plaines. La population a une réaction de choc et d'incrédulité. John Wayne Gacy avait la réputation d'être un homme un peu insouciant. Il avait une entreprise de construction et comme deuxième emploi, il se déguisait en clown. Les gens croyaient que c'était quelqu'un de bien. Après avoir identifié les corps, les enquêteurs doivent se rendre à une triste évidence. Peu de temps après, Joe m'a appelé et m'a demandé si j'avais vu la nouvelle à la télévision. J'ai dit oui. L'enquêteur lui explique qu'ils n'ont pas retrouvé le corps de Tommy, mais seulement sa veste cachée dans un mur. Monsieur et Madame Billows veulent qu'on retrouve son corps. Madame Billows m'a parlé de cet article qu'elle venait de lire sur une femme qui aidait les gens à retrouver leurs enfants disparus. Elle m'a demandé si on pouvait la faire venir à Chicago pour qu'elle puisse nous aider à retrouver son fils. Je lui ai répondu, bien sûr, avec plaisir. Comme il a désormais foi au pouvoir des médiums, Kozenczak contacte Dorothy Allison. Dorothy Allison est restée une semaine dans la région. Tous les jours, nous partions en voiture.
Il y avait alors tempête de neige sur tempête de neige. Elle m'a demandé d'emprunter des routes où on annonçait des villes dont le nom contenait des lettres doubles. En traversant la rivière des Plaines, Dorothy sent soudainement la présence de Tommy, mais les routes qui se rendent jusqu'à la rivière sont bloquées par la neige. Elle mentionne alors une date au printemps, jour où, selon elle, les routes seront libérées et où la rivière ne sera plus gelée. Elle a gribouillé quelque chose sur un bout de papier et a dit « C'est ce jour-là que vous allez trouver le corps de ce garçon ». C'était le 9 avril. Elle me disait 4 mois à l'avance à quelle date j'allais trouver ce corps. Les enquêteurs espèrent le trouver plus tôt. Et il semble qu'ils sont sur la bonne voie quand on leur signale avoir découvert d'autres corps. On a retrouvé 29 corps sous la maison de John Wayne Gacy. Mais sa dernière victime, Tommy Billows, ne fait pas partie du lot. On n'a retrouvé de lui que la veste qu'il portait le jour de sa disparition. Une fois encore, les détectives font appel au service de la voyante Carol Broman. L'expérience avait été très pénible et je ne voulais pas la poursuivre, mais je souhaitais qu'on retrouve le corps de ce garçon. Elle voit Tommy avec Gacy. Il se bat pour sa vie. Mais Gacy est plus fort que lui. Carol tente de se concentrer sur l'endroit où Gacy s'est débarrassé du corps. Je savais qu'il avait transporté le corps sur le siège arrière de sa voiture. Elle voit une route sombre, un immeuble condamné et une station-service avec des pompes à essence anciennes. J'avais l'impression que Gacy était au volant d'un véhicule. Il transpirait et tremblait. Il tentait de trouver un endroit où il pourrait se débarrasser du corps. Broman a senti la présence d'un plan d'eau et sa prédiction se révélera juste. Puis vient le 9 avril 1979, le jour J, selon la voyante Dorothy Allison. J'étais assis dans mon bureau quand le téléphone a sonné. C'était le bureau du shérif de Grundy County. Le lieutenant au bout du fil m'a dit qu'on devrait se rendre dans leur comté. Ils avaient trouvé un corps et ils pensaient qu'il s'agissait peut-être du garçon qu'on cherchait. Et puis tout à coup, je me suis rappelé ce mot dans mon dossier. Je l'ai sorti pour le regarder et il y était écrit 9 avril. C'est sans doute l'un des meilleurs exemples de ce dont sont capables les personnes dotées de pouvoirs extrasensoriels. Kozenczak se rend sur les lieux dans le comté voisin de Grundy County. Il croise des villes dont le nom contient des lettres en double, exactement comme l'avait prédit Dorothy Allison. Il aperçoit un immeuble condamné et de vieilles pompes à essence comme celle qu'a vue Carol Broman lors de ses visions. Plusieurs des choses qu'elle m'a dites étaient tout à fait justes. Elle ne s'était pas trompée. Carol a dit qu'on ne trouverait pas Tommy à Cook County. Son corps ne se trouvait pas à Cook County. J'en ai déduit qu'il a trouvé une façon de le dire à Carol. Elle avait raison dans le sens que le plan de Cook County n'était pas adéquat. Le corps trouvé sur la berge a été recouvert de neige pendant plusieurs mois. Par l'examen de ses dents, on confirme ce que la voyante savait déjà. C'est Tommy Billows, la dernière victime de Gacy. Gacy a pris le corps et l'a enveloppé dans une couverture. Ensuite, il l'a transporté à près de 100 km au sud-ouest de Chicago sur le pont de la rivière des Plaines. Il a arrêté sa voiture, il a pris le corps et puis l'a lancé à l'eau. Tout le monde souffre dans la vie, d'une façon ou d'une autre.
Mais il y a certaines souffrances si grandes qu'on ne peut même pas imaginer ni concevoir. Pour moi, c'est ce qui résume le mieux l'affaire Gacy. En 1980, John Wayne Gacy a été jugé coupable de 33 meurtres et il a été condamné à mort. On l'a exécuté en 1994. Joseph Kozenzak n'aurait pas abandonné la bataille tant qu'il n'aurait pas arrêté John Wayne Gacy. Il a même accepté de travailler avec des médiums pour s'assurer de réussir. Au New Jersey, la police sera aux prises avec un autre tueur en Syrie. Les agents feront tout pour arrêter un forcené avant qu'il ne laisse d'autres cadavres dans son sillage. Morris County, au New Jersey. Ici, il y a toute une série de villes de banlieue à l'est de la ville de New York. Mardi, 23 novembre 1982. L'étudiante Mandy Simpson termine son quart de travail au centre commercial. Elle est toute prête pour le congé de l'Action de grâce. Personne ne la voit partir, ni n'entend ses cris. Une heure plus tard, la mère de Mandy est inquiète. Elle rentre toujours directement à la maison après le travail. Elle trouve la voiture de Mandy, son sac à main et ses clés à l'intérieur. C'est impossible. Et pourtant, c'est la réalité. Une unité canine se rend immédiatement au centre commercial. Le chien trouve l'odeur de la jeune femme, mais la piste s'arrête 2 espaces de stationnement plus loin. Mandy a disparu. Le capitaine Jim Moore de la police de Parsippany ouvre un dossier pour personnes disparues. On commence par tenter d'établir comment la personne vivait. Ensuite, on note tous les noms des gens qu'elle connaissait. La police apprend que Mandy est une jeune fille aimante et une étudiante modèle. Elle est douce, appréciée de tous et très active dans son équipe de meneuses de claques. Mandy Simpson n'a pas le profil de la fugueuse. Le lendemain, on s'est fait un plan du centre commercial et on a interrogé plusieurs personnes à propos des événements de la veille. Une femme était là dans le stationnement. Elle a vu un individu aux cheveux bruns à bord d'une vieille Chevrolet, pas très loin de la voiture de la victime. Il avait un air inquiétant. C'était juste avant le départ de Mandy. La femme n'a toutefois pas noté le numéro de sa plaque d'immatriculation. Elle fournit à la police une description de l'homme dont on tire un portrait robot, mais l'on n'obtient pas de suspect. Deux jours plus tard, c'est la fête de l'Action de grâce. Le congé s'annonce normal pour la voyante Nancy Orlen Weber du New Jersey. J'ai reçu l'appel d'une femme que j'avais brièvement rencontrée auparavant. Elle m'a dit « La fille de mon ami a disparu. Pouvez-vous nous aider? Est-ce qu'elle va bien? » J'ai immédiatement eu des visions que j'ai tenté de refouler parce qu'elles étaient horribles. C'était comme des éclairs qui ne duraient que quelques fractions de secondes. C'est trop rapide pour voir le visage de quelqu'un ou reconnaître un endroit. Elle n'a vu qu'un nom, celui de Mandy. Je ne savais pas où cela s'était passé. Mais dans mon esprit, j'ai vu la jeune femme se faire enlever. J'ai également vu des choses horribles. La victime avait été torturée, violée, tuée et jetée dans un réservoir d'eau.
Avant que Nancy ne contacte la police, la pire crainte des parents de la jeune fille se réalise. Un habitant de Randolph Township a trouvé un corps. C'était un vieux réservoir d'eau. J'ignore à quoi il avait servi exactement, mais il était à l'abandon depuis plusieurs années et on ne l'utilisait plus. Il y avait toutefois encore de l'eau à l'intérieur. Le corps se trouvait dans celui du centre. On l'avait poignardé à plusieurs reprises. Les enquêteurs ne trouvent aucune arme, rien qui puisse les conduire à un suspect. Le médecin légiste de Morris County confirme qu'il s'agit bien du corps de Mandy Simpson. Certaines blessures indiquent qu'elle s'est défendue. Elle a été violée avant de mourir au bout de son sang. On l'a poignardée à plusieurs reprises avec un couteau de chasse. La police tait les détails de l'affaire afin de pouvoir trier les informations que fournit le public. C'est alors que Nancy rencontre un de ses vieux amis, le détective Bill Hughes. J'ai alors dit à Bill, pourquoi les journaux mentent-ils à propos de la victime? Bill travaille pour un autre service de police et il ne participe pas à cette enquête. Je ne savais pas ce qu'il voulait dire car on avait transmis tous les faits à propos de cette affaire. Et je lui ai alors dit, mais on l'a violée, elle a été cruellement torturée et elle était presque nue. Elle ne portait pas tous ses vêtements. Nancy ne sait pas qui a commis le crime. Les informations qu'elle fournit sont ajoutées à la longue liste d'indices, notamment le fait qu'on a vu un homme aux cheveux bruns à bord d'une vieille Chevrolet. Les patrouilleurs recherchent ce modèle de voiture. Ils arrêtent plusieurs conducteurs qui ressemblent quelque peu à l'homme de la description. Mais si leurs papiers sont en règle et qu'il n'y a pas d'indices justifiant une fouille, ils doivent les laisser partir. Les habitants des villes voisines étaient de plus en plus nerveux et ils se demandaient combien de temps il nous faudrait encore avant de trouver des réponses. Et puis, on s'est retrouvé avec une deuxième victime. Le 5 décembre 1982. 2 semaines se sont écoulées depuis le meurtre de Mandy Simpson. On trouve une autre voiture abandonnée sur une route isolée de Morris County. Une fois encore, il y a un sac à main dans la voiture et la clé dans le contact, mais aucune trace de la conductrice. Au même moment, à une aire de repos sur l'autoroute 80, non loin de là, un camionneur tente de dormir un peu. Il a alors entendu quelqu'un frapper à la porte de son camion. En regardant par la fenêtre, il a vu cette femme qui lui criait de l'aider. Elle avait été poignardée à la poitrine et perdait beaucoup de sang. Il a alors appelé à l'aide sur son CB. La femme n'en a plus pour longtemps. Le mystérieux agresseur vient de frapper à nouveau. Je savais qu'il récidiverait. Je savais qu'il tenterait de tuer quelqu'un d'autre. Si la victime survit, les policiers pourraient avoir une première piste solide. Trois semaines après le meurtre de Mandy Simpson, Tina Finnegan, âgée de 20 ans, lutte pour sa vie après avoir été poignardée. Elle meurt en route vers l'hôpital. Encore une fois, les policiers devront informer des parents de l'assassinat de leur jeune fille. Les experts doivent trouver des indices au plus vite pour se mettre sur la piste du meurtrier. Des spécialistes relèvent une empreinte de paume de main sur la voiture de Tina. Cet indice ne pourra les aider que lorsqu'ils auront le nom d'un suspect. Ils prélèvent également une trace de pneu. Cet autre indice, comme le premier, ne sera utile que lorsqu'on pourra le comparer à quelque chose.
Le camionneur se rappelle avoir aperçu une Chevrolet Impala des années 60 de couleur bleue ou verte quitter les lieux. Cela correspond à la voiture aperçue non loin de celle de Mandy. Mais une fois encore, on n'a pas noté le numéro de la plaque d'immatriculation. La population est terrifiée à l'idée qu'un tueur en série, armé d'un couteau, rôde en liberté dans la région, comme nous le raconte le capitaine Jim Moore. Ce n'est pas le genre de crime qui se produit le plus souvent ici. C'était donc une grosse préoccupation pour beaucoup de gens. Beaucoup de femmes avaient peur de sortir seules. Le procureur de Morris County demande que soit formée une escouade spéciale. Le service de police du comté en fait partie, de même que ceux de la région et de l'État. Lors de la réunion de l'escouade, le détective Bill Hughes et moi avons été mis dans la même équipe pour trouver des pistes dans cette affaire. Hughes m'a alors parlé de cette femme qu'il connaissait, qui avait participé à certaines de leurs enquêtes et qui était très douée. J'ai dit, « Que veux-tu dire quand tu parles de cette femme ?» Il m'a répondu, « Eh bien, c'est une voyante. » Est-ce que tu y crois? J'étais sceptique, voire très sceptique, mais j'étais prêt à tenter cette approche. Je me suis dit que je devais garder l'esprit ouvert parce que ces dons étaient peut-être réels et qu'on pouvait en tirer parti. Nancy raconte les visions qu'elle a eues sur l'affaire Mandy Simpson. Elle révèle alors aux policiers des informations qui n'ont jamais été divulguées. Les enquêteurs acceptent de travailler avec elle. Nancy veut toujours aller sur les scènes de crime. Elle doit se rendre sur place. Ce n'est pas le genre de personne à rester assise dans sa chambre et à se concentrer sur ses pensées. Elle demande qu'on la conduise là où les crimes se sont produits. On a donc monté dans ma voiture et on a dit à Nancy qu'on allait lui montrer des scènes de crime sans lui dire exactement ce qui s'était passé. On voulait que ce soit elle qui nous le dise. Dans le stationnement du centre commercial, Nancy identifie l'espace de stationnement de la voiture de Mandy. Elle a commencé à nous décrire des choses comme, par exemple, le fait que l'homme était resté assis dans sa voiture pendant un certain temps à attendre sa victime. Elle nous l'a même décrit, lui et sa voiture. Tout ce qu'elle dit correspond à ce que les policiers savent du cas jusque-là. Ensuite, les détectives l'emmènent à l'endroit où l'on a trouvé le corps de Mandy. Nancy veut faire le tour des lieux, seule. Nancy s'est immédiatement rendue à l'endroit où l'on avait trouvé la victime sans aucune hésitation. C'était incroyable. Elle pouvait ressentir ce que la victime avait vécu à ce moment-là. C'était comme si elle s'était retrouvée dans l'esprit de la personne au moment du crime. Nancy a déjà eu des visions auparavant, mais cette fois-ci, elle ressent ce que la victime a vécu. J'ai subi les sévices qu'on lui a infligés. J'ai vu le couteau. Je l'ai vu la poignarder. Je l'ai vu, lui, comme si j'étais à l'extérieur de mon corps et qu'elle avait pris place en moi. C'est une épreuve difficile pour Nancy. Elle capte les souffrances d'une jeune femme terrifiée qui sait qu'elle va bientôt mourir. C'est très intense. C'est un service que l'on rend à la victime. On devient elle et, ce faisant, on la libère d'une partie de sa terreur en revivant avec elle ce qu'elle a subi. C'est comme prendre la main de quelqu'un qui souffre. J'observais le meurtrier. Elle voit alors autre chose. J'ignore comment j'ai su son nom. Et cela restera un mystère à jamais. Mais je leur ai dit que l'homme s'appelait James. Son nom de famille commençait par la lettre K et se terminait par un son comme Itch, K. Puis quelque chose et enfin Itch. C'était un nom de plusieurs syllabes d'origine polonaise. Nancy croit également que le suspect a déjà vécu en Floride. C'était vraiment troublant. On obtenait ainsi une image très nette de ce qui s'était passé. Nous étions assis et prenions des notes tout en regardant ce qu'elle faisait. C'était tout un spectacle. C'était vraiment fascinant de la voir travailler. Le trio se rend ensuite sur la scène du meurtre de Tina Finnegan.
Elle savait exactement où la voiture était sortie de la route et pourtant c'était impossible qu'elle le sache. C'est comme si je regardais un film, et parfois ce ne sont que quelques segments d'un film, de tout petits bouts. Tout comme Mandy, Tina Finnegan ne s'est pas laissée faire. Nancy nous a raconté exactement comment le crime s'était produit en ajoutant que la victime faisait beaucoup de bruit. Elle s'est battue avec lui. Il a fini par la poignarder avant de s'enfuir. Habituellement, il y a comme une image en moi, comme une petite semence. Et cette image grandit si je la cultive. Et travailler avec la police m'aide à cultiver cette image. Nancy rassemble les indices un à un et découvre bientôt d'autres détails sur le meurtrier. Il venait de cette région, de Morris County. Il avait grandi là. Elle croit qu'il a déjà fait l'objet d'une arrestation dans le sud. Il avait été incarcéré en Floride pour un meurtre, mais le comité des libérations conditionnelles l'avait laissé partir, ne me demandez pas pourquoi. Nancy croit que l'homme est de retour à Morris County et qu'il travaille dans un atelier de mécanique. La police doit le trouver. On savait qu'on avait affaire à un individu qui tuerait tant qu'on ne l'arrêterait pas. Résolue à faire tout ce qu'elle peut, Nancy appelle ses étudiants à qui elle apprend à développer leurs aptitudes psychiques. C'est la première fois que j'ai parlé d'une enquête sur laquelle je travaillais à d'autres personnes que la police. Je leur ai demandé de l'aide. Le groupe se réunit et prie pour obtenir un appui spirituel. Il veut ainsi exercer une influence sur le meurtrier. Renvoyer cette terreur à James K. quelque chose Hitch. Et c'est comme ça que je l'ai dit. Retournez-lui la souffrance qu'il a causée. Laissez-le ressentir ce qu'il a fait à ces femmes. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça soit lui qui ressente cette souffrance. Et le lendemain, Jim Moore m'a appelé en me disant « Nancy, qu'est-ce que tu as fait? » Moore lui raconte alors qu'un homme a appelé le service d'urgence la veille au soir et qu'on l'a conduit à l'hôpital. Il s'appelle James Kodadich. Kodadich a appelé le service d'urgence et quand les policiers sont arrivés chez lui, il leur a montré une blessure de couteau qu'il avait au bas du dos. Faites-lui ressentir ce qu'il a infligé à ces femmes. Les deux victimes ont été poignardées. Il semble s'être lui-même infligé cette blessure. Les enquêteurs remarquent alors qu'il ressemble au portrait robot du meurtrier. Kodadich leur raconte qu'un automobiliste l'a frappé avant de lui donner un coup de couteau. Il ajoute que son assaillant ressemblait à la description du meurtrier qui a tué les deux jeunes femmes. Il commençait à avoir peur de la police. Il tentait de nous faire croire qu'il était la victime et espérait détourner notre attention de lui. Mais cela a l'effet opposé. Les enquêteurs auraient eu besoin d'un mandat pour fouiller la voiture de Kodadich, leur suspect. Mais maintenant que celui-ci est une présumée victime, ils n'ont pas à en obtenir un. Les experts trouvent des traces du sang et des cheveux de Mandy Simpson dans le véhicule, de même que des fibres de la veste de Tina Finnegan. De plus, les sculptures des pneus de la voiture correspondent aux traces trouvées près du véhicule de Tina. Comme Nancy Orlen Weber l'a prédit, Kodadich a déjà tué, 2 fois en Floride. Il a été libéré pour bonne conduite et vient de s'installer à Morris County, où il travaille dans une station-service. J'avais noté tout ce que Nancy m'avait dit, et quand l'affaire a été close, je me suis assis et j'ai examiné tout cela. Elle ne s'était pas trompée. Grâce à Nancy, je crois maintenant au don des médiums, et je n'hésiterai pas une seconde à utiliser quelqu'un doté de ses pouvoirs lors d'une autre enquête dans le futur. Je n'étais pas surpris. Je savais que tout ce que Nancy nous avait dit serait vérifié quand on arrêterait cet homme. J'ai éprouvé de la satisfaction, c'est le mot juste. Un monstre a été arrêté, peut-être grâce aux prières de Nancy.
Je crois que nous sommes entourés d'informations dont nous n'avons pas conscience. Mais nous les absorbons et nous les utilisons. Je crois que les informations que j'ai fournies dans ce cas ont fait bouger les choses. Les pensées sont très puissantes dans ce monde. Les procureurs ont accusé James Kodadich de l'enlèvement, du viol et du meurtre de Mandy Simpson et de l'enlèvement et du meurtre de Tina Finnegan. Il a été trouvé coupable de tous les chefs qui pesaient contre lui et condamné à la prison à vie. Carol Broman et Dorothy Allison ont aidé la police de Chicago à arrêter un des tueurs en série les plus notoires de l'histoire des États-Unis. Nancy Orden Weber, pour sa part, a aidé les enquêteurs du New Jersey à arrêter un autre tueur en série qui s'apprêtait à faire de plus en plus de ravages. Ces 3 médiums ont accepté de subir des expériences émotionnelles pénibles afin d'aider la police.